On a le plaisir d'accueillir Monsieur Gauthier Arnaud Melchior, qui n'est plus à présenter, mais par protocole, on va le faire quand même. Monsieur Gauthier Arnaud Melchior, vous avez été mandaté par Adrien Taquet lorsqu'il était secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles pour rédiger un rapport que vous avez intitulé « À hauteur d'enfant » avec un H entre parenthèses qui vise à se placer au niveau du point de vue de l'enfant, qui vise à leur donner la parole afin de formuler, parfois reformuler, mais du point de vue de l'enfant, les améliorations souhaitables pour le dispositif de protection de l'enfance. On vous laisse la parole. Merci. Oui, bonjour. Alors, ça n'a pas été dit, vous deviez le dire, mais c'est pas grave. Bonjour, ça n'a pas été expliqué, mais je vais vous le dire. Alors, pour des raisons techniques, c'est pas possible que vous puissiez poser vos questions pendant l'intervention parce que on peut pas faire circuler le micro, mais il n'y a pas de difficulté pour que vous puissiez poser pendant l'intervention. Vous pouvez me couper, il n'y a aucune difficulté. Je ne suis pas universitaire, donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. Je crois que j'y arrive pas avec le micro. Je suis pas très doué non plus. Non, je crois c'est bon? Ah bah parfait, voilà, très bien. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez, au cours de l'intervention, poser des questions par SMS. Ça ne me dérange pas du tout. Justement, au contraire, ça permet peut-être finalement d'enrichir l'intervention. Il n'y a pas de difficulté, même si vous êtes profondément en désaccord aussi. On n'est pas obligé de tous tomber d'accord à la fin des assises. Moi, là-dessus, j'ai aucune difficulté. Puis ensuite, une fois que j'aurai terminé, bien entendu, le micro pourra circuler et vous pourrez poser des questions à la fois par SMS, mais aussi également par micro et avec la lumière et l'hi-fi qui va bien. Voilà. Donc, je m'appelle Gauthier Melchior. Effectivement, j'ai conduit une mission qui m'a été confiée par Monsieur Adrien Taquet lorsqu'il était secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. Et l'objectif était d'aller à la rencontre des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance pour recueillir leurs paroles et restituer un rapport qui ne soit pas statistique. Il n'y a pas de statistiques dans le rapport, qui ne soit pas comme les autres rapports peuvent l'être avec les points de vue des adultes, mais vraiment ce que les enfants ont pu dire à propos de leur accompagnement par l'aide sociale à l'enfance. Alors, j'ai une petite difficulté face à vous, pour être honnête, et pas mentir, ou en tout cas feindre une posture. Je n'ai pas beaucoup rencontré d'enfants qui sont accompagnés dans le cadre de mesures à domicile. Ça n'était pas une volonté de ma part particulière, c'était proposé au département qui pouvait organiser des rencontres. La Drôme l'a fait massivement lorsque la sauvegarde du Calvados, bien évidemment, puisque monsieur Stella y travaille, j'en ai rencontré aussi. Ça ne pouvait pas se faire sans les enfants accompagnés par l'AEMO, mais en tout cas de manière générale, lorsque j'ai demandé à rencontrer des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, on m'a proposé des enfants qui étaient accompagnés en famille d'accueil, en établissement, en lieu de vie. Donc je trouve que j'y ai réfléchi et je me suis dit que ça montrait aussi à quel point parfois vos missions peuvent être méconnues et que lorsqu'on pense protection de l'enfance, on pense immédiatement à placement, à foyer et on oublie peut-être aussi certains autres métiers et l'intervention à domicile. Alors, n'y connaissant pas grand-chose, j'ai retenu ce qu'un jeune adolescent de la Drôme m'a dit à Valence. Lorsque je lui ai demandé, alors c'est quoi un éducateur d'AEMO, il m'a dit « Ouh là là, moi j'ai eu peur que ce soit une super nanny, tu vois, qui débarque à la maison. Mais finalement, ça va, elle était cool et elle était plus jeune. » Donc, voilà un petit peu la définition que j'ai pu avoir des éducateurs qui intervenaient en AEMO. Alors, je ne vais pas vous faire la liste des recommandations qui sont dans le rapport, ce n'est pas l'objectif. J'ai essayé de réfléchir par rapport au pouvoir d'agir des professionnels. Je sais que je vais vous dire des choses qui peuvent avoir une tonalité polémique et je vous invite, si vous n'êtes pas d'accord, à le manifester, il n'y a pas de difficulté. J'ai essayé de réfléchir à comment, à partir de ce que j'ai vu au cours de la mission, comment mieux faire en sorte que vous ayez plus de pouvoir d'agir. Donc, comment mieux favoriser le pouvoir d'agir des professionnels.
Et je me suis dit que déjà la première chose, et souvent ce que j'ai pu constater au cours de la mission, c'est que l'interdisciplinarité n'existe pas souvent en protection de l'enfance. La collaboration avec le psychologue, le psychiatre, d'autres métiers qui prennent soin aussi des enfants, l'ergothérapeute, le musicothérapeute, les acteurs de l'éducation nationale. Enfin, souvent, on raisonne un peu en silo, on est entre éducateur ou moniteur éducateur. Alors je dis éducateur avec un grand E, parce qu'une fois j'ai été rappelé à l'ordre par une TISF dans la salle qui me dit « mais attendez, il n'y a pas que les éducateurs, il y a aussi les TISF ». Donc bien sûr, quand je dis éducateur avec un grand E, il faut imaginer éducateur dans le langage courant. Voilà, mais tous les professionnels, mais souvent il manque un peu d'interdisciplinarité. Et j'ai remarqué aussi que le fonctionnement, l'organisation de l'aide sociale à l'enfance, et je sais qu'il y a des cadres de l'aide sociale à l'enfance dans la salle, le fonctionnement de l'aide sociale à l'enfance est très hiérarchique. Et finalement, cette hiérarchie, ce fonctionnement administratif très lourd, cette machine très lourde, empêche l'éducateur, le référent ASE, de faire preuve d'innovation, d'être créatif. Et donc, si on veut donner du pouvoir d'agir aux référents ASE, par exemple, qui interviennent à domicile, ou aux éducateurs, il est nécessaire aussi de réformer la façon dont sont organisées les structures administratives. Et ça, je l'ai constaté partout en France, et également dans les structures, l'impact du pouvoir hiérarchique, de la question de l'autorité du chef de service, l'autorité du directeur, l'autorité suprême du directeur général. Et toutes ces autorités et ces strates qui font que finalement l'éducateur qui est tout en bas, ou même parfois la maîtresse de maison, eh bien, n'a pas la possibilité d'être innovant, d'être créatif, et donc du coup de pouvoir mieux accompagner les enfants. Et donc s'il y a des directeurs dans la salle, et donc s'il y a des directeurs et des cadres ASE dans la salle, je les invite vraiment, s'ils souhaitent donner du pouvoir d'agir aux professionnels, eh bien de leur laisser, de les laisser donc pouvoir être inventifs, créatifs, parce que je pense que les éducateurs sont un peu comme des artistes, voilà, un peu comme des cuisiniers, qui mettent un peu plein d'ingrédients pour essayer de faire une belle tarte, avec beaucoup de saveurs. Donc il faut les laisser pouvoir faire, mais aussi il faut qu'on questionne la question de la responsabilité. Parce que si on veut laisser faire les éducateurs, ce n'est pas qu'il faut déresponsabiliser, mais il faut que les cadres acceptent de porter une part de responsabilité de ce que font les éducateurs, et donc il faut qu'il y ait une responsabilité partagée pour que l'innovation sociale puisse fonctionner. Parce que quand on pense à la question de la responsabilité des éducateurs, par exemple, ça impacte fortement les enfants. Dans les cuisines, on ne peut pas faire la cuisine normalement parce qu'il faut respecter des normes sanitaires. Et lorsque je rencontre des enfants qui cultivent des radis, me les montrent, j'ai l'éducateur qui me souffle dans l'oreille en même temps. Ah oui, mais ils ne pourront pas les manger, ils n'ont pas le droit. Donc voilà les impacts aussi de la responsabilité. Et parfois, dans la quête d'existence d'une aide sociale à l'enfance qui peut être à certains égards à bout de souffle, manquer de temps, des référents ASE qui parfois, manquant de temps, la seule possibilité qu'ils ont de pouvoir exister dans une situation pour un enfant, c'est de donner une autorisation pour un acte usuel. Et bien souvent, il y a des enfants qui en sont victimes, parce que la question de donner l'acte usuel prend beaucoup de temps, parce que pour le professionnel de l'aide sociale à l'enfance, c'est une possibilité encore de pouvoir exister parce qu'il est noyé dans un tas de dossiers. Et ça met aussi l'éducateur du quotidien en grande difficulté, et a fortiori la famille également. Je pense que donner du pouvoir aussi d'agir aux professionnels, c'est une façon aussi de revaloriser l'estime qu'ils peuvent avoir d'eux, parce que souvent la société... moi j'ai été très, très frappé par des jeunes professionnels que j'ai rencontrés au cours de la mission, lorsque je leur ai demandé mais est-ce que vous parlez à votre famille, à vos amis de votre métier? Ah non, surtout pas, parce qu'ils me prendraient pour le sauveur, ils ne comprennent pas. Non, j'en parle pas. Donc il y a beaucoup de jeunes professionnels qui n'osent même pas parler de leur métier par peur de l'incompréhension ou du regard de leurs proches à propos de leur profession. C'est quand même particulièrement inquiétant. Et donc, évidemment que la revalorisation doit passer inévitablement par une hausse des salaires, ça je ne veux pas dire le contraire.
Mais, mais, mais au-delà de la revalorisation des salaires, ce qui compte aussi, c'est la façon dont la société vous considère. Donc, et permettre à l'éducateur de se mettre, je pense qu'il peut y avoir aussi beaucoup de satisfaction dans le cadre de vos missions lorsque vous n'êtes pas dans l'injonction, mais lorsqu'au contraire, vous avez la possibilité de pouvoir faire participer les enfants, de pouvoir mieux travailler avec eux. Enfin, je me suis dit à propos des professionnels que vous donnez plus de pouvoir d'agir allait inévitablement, si on va vers cette réalité. Encore dans le livre vert du Haut Conseil au travail social, on ne fait que de parler du pouvoir d'agir. Donc on voit que ça peut irriguer l'ensemble des métiers du médico-social et du champ social. Mais ça va inévitablement venir heurter la question de la foutue distance professionnelle. Parce que si on vous donne plus de pouvoir d'agir, si vous avez la possibilité d'être plus à l'écoute, de faire preuve de plus de bienveillance, d'avoir du temps avec les enfants, d'être plus ingénieux et plus créatif, vous allez nécessairement créer plus de liens avec les enfants. Vous allez entrer en relation avec les enfants. Et va se poser la question de l'attachement, à la fois aussi pour vous et à la fois pour les enfants. Et la question de se dire que les éducateurs ont peut-être aussi le droit de pouvoir ressentir des émotions qu'ils ne sont pas obligés de les récuser et de les rejeter, mais qu'au contraire, ils sont des êtres humains et que c'est normal de pouvoir ressentir de l'affection à l'égard des jeunes qu'on peut accompagner. Et d'ailleurs, les enfants en ont besoin. Et pour vous donner une petite anecdote, dans l'Allier, dans la campagne, je rencontrais des adolescents dans un lieu de vie et un adolescent, bon, c'était un peu compliqué de pouvoir discuter avec lui. J'avais vu que sa chambre était très détruite, tout était cassé dans sa chambre. Il dormait par terre parce qu'il avait tout cassé. Et j'étais dans le jardin avec lui et je lui dis si tu veux pas qu'on discute, tu sais, je t'oblige pas, tu peux partir, il n'y a pas de problème. Il reste. Je lui dis, tu sais, le silence, c'est aussi une façon de parler. Bon, on prend le temps. Et tout d'un coup, on parle, on discute, etc. Et il me dit, tu vois, j'ai tout cassé parce que ça ne va pas, etc. Et hier, je suis allé dans le bureau des éducateurs et je les ai insultés. Ah, j'ai dit, ils ne doivent pas être contents, etc. Je dis, pourquoi tu les insultais? Et puis on discute. Et puis il me dit, tu sais, moi, je les aime, mes éducateurs. Je leur dis, pourquoi tu leur dis pas? Oh, moi, je ne sais pas le dire, ça. Je dis, mais pourquoi tu écris pas? Je ne veux pas écrire une lettre d'amour. J'ai dit, mais c'est important que tu leur dises. Est-ce que tu veux que je leur dise, moi, tes éducateurs? Il me dit, ah oui, ça me ferait plaisir. Alors le temps passe, et à la fin, je fais le point un petit peu de la visite avec les éducateurs, et c'était un beau soir d'été. Et les éducateurs me tombent dessus directement et me disent, il a dû vous dire qu'on le maltraitait, qu'on ne s'intéressait pas à lui, etc., qu'il voulait partir. J'ai dit, non, il m'a dit de vous dire qu'il vous aimait. Donc voilà, il y a aussi plein d'enfants, je pense, si vous leur témoignez aussi de la bienveillance et de la considération, ils vous le rendront très bien, n'en doutez pas. Enfin, assurer le pouvoir d'agir des enfants protégés. Alors classiquement, on a pu en parler au cours de la journée d'hier et d'aujourd'hui, c'est demander l'avis de l'enfant à l'enfant concernant sa situation et prendre en compte son avis. Alors tout d'abord, déjà, en termes de constat, ça ne concerne peut-être pas le milieu ouvert, je ne sais pas, puisque je n'ai pas un retour suffisamment clair, mais concernant l'avis des enfants pris en compte à l'aide sociale à l'enfance au regard de leur scolarité, c'est un désastre. Et je ne suis pas toujours pour enfoncer l'aide sociale à l'enfance, bien au contraire, je préfère valoriser ce qui fonctionne, pour montrer l'exemple, pour donner des pistes d'amélioration, plutôt que de dire que tous les professionnels sont méchants. Mais concrètement, il y a quand même une grande marge d'amélioration concernant l'orientation scolaire des enfants. Donc c'est cette prise en compte. Dans le pouvoir d'agir, il y a la question où je retrouve très peu d'écrits professionnels que j'ai pu consulter au cours de ma mission, où il y a l'expression de l'enfant. Je vous interroge au cours de vos missions à l'aide sociale à l'enfance, en milieu ouvert, en fonction de vos différentes fonctions. Est-ce que dans vos écrits professionnels, il y a une partie où il y a la reprise telle quelle de l'expression de l'enfant? Est-ce que pour les plus petits, vous scannez des dessins, des petites lettres? Vous n'avez pas de scanner, bon.
Vous avez un portable pour prendre en photo? Non, mais bah, dans très peu de documents, j'ai retrouvé l'expression des enfants. Voilà. Donc je tenais aussi à vous le dire. Je vous disais que le pouvoir d'agir aussi, c'est pour les adultes de donner les bonnes informations. Je vais vous donner une anecdote. Je recevais une quinzaine de jeunes enfants, c'est-à-dire des préados et plus petits. On pourrait imaginer qu'il n'ait pas un grand discours élaboré à propos de l'aide sociale à l'enfance. Bon. Je les reçois au ministère, après les avoir rencontrés, donc je les recevais une deuxième fois, j'avais établi un petit lien avec eux, et on parlait du référent ASE. Alors, je leur dis, dis-moi, qu'est-ce que ça devrait être selon toi le référent ASE? Oh, il faut qu'il soit cool, il faut qu'il soit gentil, etc., qu'il ne dise pas de gros mots, etc., etc. Et je leur dis, mais est-ce que tu sais à quoi il sert le référent ASE? Ben non. Je dis, tu sais qu'il y a un département, c'est Macron? Non. Il y a l'État, il y a les départements. Déjà, il y avait une méconnaissance chez les enfants de ces sujets. Et donc, je leur projette sur un vidéoprojecteur la carte de France avec les départements. Et je leur explique que dans chaque département, il y a une présidente ou un président. Et que à ce président ou à cette présidente, on a confié le soin de protéger cet enfant. Et que comme le président ou la présidente ne peut pas s'occuper de tous les enfants, eh bien, il y a des référents ASE. Je dis, c'est un peu les délégués du président. Et lorsque j'expliquais aux enfants le sens de la mesure de protection et le rôle réel du référent ASE, je peux vous assurer que leurs exigences n'étaient plus les mêmes. Le référent ASE, tout d'un coup, il devait venir dans la famille d'accueil. Il devait la rencontrer toutes les 2-3 semaines. Il devait leur écrire des cartes pour prendre de leurs nouvelles. Il devait venir voir leur chambre. Il devait les appeler souvent au téléphone. Il devait faire tout un tas d'autres choses auxquelles il n'avait pas pensé. Donc donner du pouvoir d'agir aux enfants pour qu'ils s'expriment, c'est bien. Mais la condition, c'est qu'on leur donne toutes les informations pour qu'ils puissent bien comprendre, à la mesure de leur âge, les enjeux qui se cachent derrière ce qu'on leur explique. Ensuite, il y a une responsabilité de l'adulte. Parce que vous savez, c'est très tendance. Aujourd'hui, on donne la parole à tous les enfants. Alors on organise plein d'événements où on va donner la parole aux enfants. C'est super, je ne vais pas dire le contraire. Ma mission s'appelait la parole aux enfants. Je ne peux pas être anti-parole aux enfants. Mais attention, il y a une grande responsabilité à ne pas venir mobiliser les enfants, à venir les faire se déplacer, à les faire participer à des instances, à les faire témoigner sur leur vécu, si à la fin, les adultes n'apportent pas de réponse. Comme je disais aux enfants au cours de la mission, si tu me demandes un jacuzzi dans ta chambre, malheureusement, je ne le mettrai pas dans mon rapport. Mais je te promets que je peux écrire, si tu me demandes un jacuzzi dans ta chambre, que je peux écrire qu'il faudrait faire en sorte que vous fassiez plus de sorties où vous apprenez à prendre soin de votre corps, à ressentir des choses avec des bulles, etc. Ça, je peux l'écrire. Et donc que la réponse de l'adulte n'est pas forcément la réponse conforme à la demande de l'enfant. Mais du moins, il est nécessaire que les adultes apportent des réponses. On ne peut pas, il y a une responsabilité vraiment, on ne peut pas mobiliser les enfants pour des questions politiques, pour se faire valoir dans un département, si à la fin, cette mobilisation des enfants n'a été qu'un effet d'annonce, qu'un grand événement. Il faut respecter les enfants et apporter des réponses. Et d'ailleurs, dans un établissement que j'ai visité, le conseil de maison ne fonctionnait pas du tout. Et je disais aux enfants, mais pourquoi vous ne vous réunissez pas? Oh, parce qu'on ne nous écoute pas. Et puis dans d'autres établissements, dont un où j'ai vraiment en tête maintenant, dans le Vaucluse, les enfants participaient activement au conseil de maison. Il y avait un délégué, c'était très sérieux, il allait voir chaque enfant dans sa chambre, etc. Il y avait une organisation vraiment quasi, on aurait pensé que c'était des députés qui allaient préparer des projets, des textes législatifs. Et alors j'ai cherché à comprendre. Et en fait, dans chaque conseil de maison, il y avait un procès-verbal où il y avait tout ce que les enfants avaient dit, c'est-à-dire que la parole des enfants était inscrite, mais également les adultes apportaient des réponses. Et là, du coup, les enfants participaient, parce qu'ils n'étaient pas juste associés à une grande messe ou à un événement politique. Alors, hier, j'ai entendu quelque chose qui m'a beaucoup blessé.
Je dois bien vous l'avouer, bon, pas pour être polémique, mais quand même, là, c'est l'être humain qui parle, hein, ce n'est pas les enfants qui me l'ont dit, mais j'ai cru entendre que l'éducateur pouvait être un acteur de la domination en normalisant les familles, en intervenant à domicile. Et ben moi, je crois au contraire, bien au contraire, que l'éducateur a une magnifique mission et que sa mission, c'est justement de donner les clés à un enfant pour devenir un acteur pleinement libre et qui peut grandir, bien au contraire, plutôt que de l'asservir. Et donc, je pense que l'une des premières aussi façons je dois le dire parce que ça m'a beaucoup interloqué, ce que j'ai pu entendre hier. Voilà. La façon aussi de donner du pouvoir d'agir, c'est de respecter les besoins des enfants, parce que j'ai été très étonné au cours de la mission à quel point, souvent, l'institution se dit qu'elle n'y arrive pas parce qu'elle n'a pas de réponse de pédopsychiatre, parce qu'il n'y a pas de réponse sanitaire, comme si tous les enfants de l'aide sociale à l'enfance auraient besoin d'un psychiatre. Souvent, c'est ce qu'on me dit, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas de psychiatre. C'est sûr que s'il avait du tertian, de l'aldol, le gamin, peut-être qu'il irait mieux, il rêverait, il grandirait bien. Je m'interroge. Et je me demande quelle est la part de responsabilité de l'institution dans le développement des troubles du comportement des enfants. Et que peut-être que si on respectait pleinement et effectivement les besoins des enfants, eh bien certes, certains auraient besoin d'un psychiatre, comme dans la population générale, des adultes peuvent avoir besoin d'un psychiatre, mais que d'autres auraient juste besoin d'un psychologue. Et d'ailleurs, où est le psychologue et où sont les médecins traitants pour accompagner les enfants? Ensuite, donner du pouvoir d'agir, c'est pas... Alors c'est selon moi, hein, je peux me tromper, et voilà, c'est selon moi, vous me demandez de réfléchir. Est-ce que c'est uniquement donner un pouvoir d'agir pour que l'enfant réfléchisse à sa situation, à prendre une décision, à pouvoir donner son avis sur son orientation scolaire, etc. Souvent d'ailleurs, les sujets prégnants des éducateurs au cours de la mission étaient les suivants. Alors la pédopsychiatrie, ça, et aussi l'insertion et le projet professionnel. Alors projet universitaire, j'ai cherché, je n'ai pas beaucoup trouvé, mais projet professionnel et insertion. Comme si les enfants de l'aide sociale à l'enfance, dans leur capacité justement de leur donner du pouvoir d'agir, il n'y avait que le projet professionnel et l'insertion. Alors qu'il y a tout un tas d'autres choses qui permettent à un enfant de devenir un acteur libre, à quelqu'un qui se sent bien. Il y a des questions dont on ne souhaite pas parler. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de la distance professionnelle, sujet tabou, mais un autre sujet qui concerne les enfants, et que les enfants ont exprimé, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une idée qui vient de moi, mais beaucoup d'enfants m'ont dit « moi je ne sais pas ce que c'est que l'amour, on m'en a jamais parlé. Moi je ne sais pas comment donner mon consentement pour avoir des rapports sexuels ». Alors évidemment, je ne posais pas la question des enfants de 6 ans. C'était dans des échanges avec des jeunes majeurs, toujours, ou sauf si c'était un adolescent qui en parlait. Mais en tout cas, les enfants sont dans l'attente que les éducateurs soient à même et en mesure de répondre à des questions relatives à l'affectivité et à la sexualité. Parce que c'est aussi une composante importante de l'humanité de l'enfant, et c'est aussi une façon de l'éduquer à la liberté, de lui donner un pouvoir d'agir dans sa propre vie, et donc dans les choix qu'il peut faire en matière d'affectivité et de sexualité. Il ne s'agit pas de venir faire la morale auprès des enfants, mais c'est juste leur donner quelques clés. Et je vous invite à réfléchir, parce que beaucoup d'éducateurs, on peut me dire qu'ils étaient en difficulté, est-ce que vous vous sentez suffisamment formé, accompagné pour être en mesure de parler de ces questions si un enfant vous sollicite? On ne va pas faire une réunion des alcooliques anonymes en parlant de sexualité avec les enfants. Mais si un enfant vient vous poser des questions sur ces sujets, est-ce que vous vous sentez suffisamment formé? La question aussi de la dimension du corps, où on m'a souvent parlé des situations, on me parle souvent des problématiques des enfants, mais souvent on en oublie même le prendre soin du corps. Parfois je voyais des enfants qui étaient négligés physiquement, c'est-à-dire qui n'étaient pas forcément très propres, ou bien habillés, ou qui se négligeaient dans leur corps, et d'ailleurs ils pouvaient le dire, ils me l'expliquaient, et toute cette dimension-là de prendre soin de son corps n'existait pas. Donc ça aussi, c'est donner du pouvoir d'agir à un enfant que lui apprendre à prendre soin de son corps, à bien s'habiller, à se faire beau, à aller chez le coiffeur correctement, régulièrement.
et pas uniquement tous les 3 mois. C'est lui donner du pouvoir d'agir sur sa propre personne. Et c'est aussi très important. La quête du beau, l'accès aussi à la culture, quasi inexistant. Quand des enfants ne sont jamais allés dans des musées, en 18 ans d'accompagnement par l'aide sociale à l'enfance, que s'est-il passé pendant 18 années sans qu'ils n'aient visité un seul musée, alors qu'ils habitent pas loin de monuments nationaux, dont l'accès est gratuit. L'accès à la musique, à tous ces loisirs que je n'ai pas souvent retrouvés chez les enfants. Mais apprendre aux enfants à accéder à la culture, alors on leur fait accéder à plusieurs lieux de la culture et ils choisissent après ce qui leur plaise, mais c'est aussi leur donner du pouvoir d'agir, c'est aussi leur donner la possibilité de choisir ce que eux estiment comme étant beau ou ce qu'ils n'estiment comme n'étant pas beau, et c'est aussi vraiment en faire des acteurs libres et qui sont capables tout à fait de faire des choix par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Ensuite, les MNA, les mineurs non accompagnés, d'ailleurs je trouve ça effroyablement inhumain que de les appeler MNA, voilà, comme si... Mais puisqu'on le dit et puisqu'il faut que vous compreniez, voilà, c'est ces mineurs qui viennent d'autres pays et qui sont accompagnés en France, je trouve, nous invitent à nous poser une question fondamentale et qui conduit à penser, est-ce que les enfants ont un vrai pouvoir d'agir et est-ce qu'ils sont vraiment des sujets de droit? Il y a la question de la pratique religieuse pour les MNA, parce qu'ils viennent de pays où ils avaient une certaine pratique religieuse. Et ils arrivent en France et on leur dit qu'il y a la laïcité. Je comprends que dans les services publics, la laïcité puisse s'imposer. Mais en protection de l'enfance, c'est quand même très particulier, puisque le mineur, il ne vit pas dans un service public. Oui, c'est un service public qui l'accueille, mais sa chambre, c'est son domicile. La façon dont il mange, c'est lui qui l'a choisi. Et souvent, les éducateurs, lorsque je leur demandais, mais est-ce que vous tolérez qu'ils puissent avoir une pratique religieuse? Est-ce que vous pourriez les emmener dans un établissement, enfin dans une synagogue, une mosquée, une église, etc. Ah ben non, laïcité. C'est très bien que ça ouvre des débats, voilà. Et ce que je voulais dire enfin, que donner du pouvoir d'agir aux enfants et aux professionnels de l'aide sociale à l'enfance, c'était s'intéresser aussi, faire en sorte que la société tout entière s'intéresse à votre travail, s'intéresse à ce qu'est la protection de l'enfance et qu'il puisse y avoir le développement du bénévolat dans les établissements, voire même du bénévolat et du tutorat, du mentorat, des parrains dans les conseils départementaux. La Meurthe-et-Moselle, par exemple, souhaite le mettre en œuvre. Je crois que c'est une belle façon aussi de donner du pouvoir d'agir à l'égard de la société dans la politique publique de protection de l'enfance qui doit concerner toutes et tous et pas uniquement des enfants et des éducateurs. Voilà, je vous remercie pour votre attention et donc je suis disponible pour vos questions. Merci beaucoup, Gauthier Arnaud Melchior.